Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis à Nankai. J'espère que vous avez aimé les deux premiers épisodes qui étaient à Chatuchak et à Moshit. Alors les vidéos comme durant ce voyage, je vais les faire un peu à l'improviste. Et puis je regarderai les animaux que je peux trouver, les choses à vous montrer. Je ferai aussi des parties voix off, comme je l'ai dit, où je vous présente un peu le lieu avec l'histoire et tout ça. C'est quand même intéressant de présenter la faune, mais aussi un peu la culture locale. Et puis, cette fois-ci, je vais mettre la vidéo en 60 fps parce que j'ai vu à Moshit et puis à Chatuchak que j'avais malheureusement oublié de mettre en 60, j'avais laissé en 30, ce qui fait que certaines images peuvent être un petit peu rapides comme ceci. Et du coup, on va se promener au long du Mekong et puis on va découvrir un peu la ville de Nankai. Je pense qu'ici, je ferai plusieurs épisodes étant donné que je vais rester environ 2 semaines, peut-être même un peu plus. Et puis, du coup, je commenterai par-dessus la vidéo, parce que d'habitude, ce que j'ai fait pour Moshit et puis pour Chatuchak Market, c'était que, en fait, j'ai doublé après. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est que c'était beaucoup mieux de doubler sur le moment, parce qu'après, du coup, il y a des choses qui me reviennent pas. Et c'est mieux de faire comme ça, je trouve. Donc, je doublerai au fur et à mesure et j'irai compléter comme je l'ai fait avec des images, avec des compléments d'information. Et puis, on démarre tout de suite la vidéo. Comme vous avez pu le voir dans les 2 premiers épisodes, j'étais à Bangkok. Cependant, ma famille vivant à Nankai, je devais rallier Bangkok à Udon Thani et faire 600 km, soit 1 heure d'avion. Le prix des billets ici n'est pas vraiment très cher, à peu près 1000 bahts, ce qui équivaut à 30 francs suisses ou 30 euros. Durant ce vol matinal qui m'a permis d'admirer la vue de la ville de Bangkok avec tous ses districts environnants, que je vous laisse d'ailleurs admirer quelques instants, une fois arrivé à Udon Thani, je suis resté quelques heures avant de rejoindre Nankai 50 km plus loin. Et je dois dire que la Thaïlande possède vraiment différentes régions, que vous soyez à Pattaya, à Chiang Mai ou ici à Nankai, pour voir une différence sur la végétation. Peut-être pas au début, mais avec le temps, l'on peut constater des différences dans les décors. Ici, la végétation y est par exemple beaucoup plus présente et les régions un peu moins sèches. Mais trêve de bavardage et passons directement à la séquence qui vous intéresse. La géopélie zébrée, également connue sous le nom de tourterelle zébrée, est une petite colombe originaire d'Asie du Sud-Est. Elle est facilement reconnaissable à son plumage doux et rayé, avec des motifs zébrés distincts sur le cou et la poitrine. Ces oiseaux sont souvent aperçus dans les zones urbaines et rurales, où ils se nourrissent principalement de graines au sol. Les géopélies zébrées est apprécié pour son comportement paisible et son chant doux et mélodieux, ce qui en fait un oiseau de compagnie populaire. Leur capacité à s'adapter aux différents environnements, y compris les zones habitées par l'homme, les rendent très répandus dans les aires de répartition naturelle. Tekajinai Kor, le temple bouddhiste. Ce temple bouddhiste, Tekajinai Kor, se dresse comme un sanctuaire de paix et de spiritualité. Avec son architecture traditionnelle et ses détails artistiques, il offre un aperçu de l'héritage bouddhiste de la région. Le temple est un lieu de culte important pour les bouddhistes locaux
et un centre culturel où les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur la pratique religieuse et l'histoire locale. Le temple est orné de fresques murales et de sculptures qui racontent des histoires de la vie de Bouddha et des enseignements bouddhistes, ce qui est souvent le cas dans tous les temples que vous pourrez trouver en Thaïlande d'ailleurs. C'est un lieu de méditation, de réflexion, où l'on peut ressentir une profonde sérénité. Les moines résidant dans le temple sont souvent disponibles pour discuter de la philosophie bouddhiste et offrir des bénédictions aux visiteurs. La bergennette grise ou Metallica alba est un oiseau migrateur que l'on peut trouver en grande partie en Eurasie et en Afrique. Elle est facilement identifiable par sa queue longue et oscillante et son plumage contrasté souvent noir et blanc et gris. Ces oiseaux sont connus pour leur comportement, ils agitent leur queue de haut en bas, souvent vus près des plans d'eau ou des champs ouverts. Les bergennettes grises se nourrissent principalement d'insectes et sont souvent observées en train de courir sur le sol pour capturer leur proie. Leur chant est un gazouillis vif et agréable. Elles sont souvent associées à des environnements ouverts et des zones humides. Les statues du Naga de Nankai. Le Naga est un serpent mythique vénéré par les traditions bouddhistes et hindouistes, souvent associé à la protection et la prospérité. Selon la légende, le Naga Mukalinda a protégé le Bouddha pendant sa méditation sous un arbre, le protégeant des intempéries. Cette statue impressionnante située dans un cadre paisible est un hommage à cette légende et attire de nombreux visiteurs cherchant à comprendre la culture et les croyances locales. La statue du Naga à Nankai est non seulement un symbole spirituel, mais aussi une œuvre d'art qui reflète l'habileté des artisans locaux. Elle est souvent le centre de diverses cérémonies et festivals où les habitants et les visiteurs viennent prier pour la chance et la protection. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez en découvrir davantage sur le Naga. Le langryen brun Artamus fuscus est un oiseau originaire d'Asie méridionale, connu pour son plumage brun grisâtre et un comportement actif. Ces oiseaux sont souvent vus en vol, capturant des insectes en plein air, une technique de chasse qui les distingue des autres oiseaux. Le langryen brun est un membre de la famille des Artamidae, qui comprend des espèces souvent appelées les swallows en anglais, en raison de leur ressemblance avec les hirondelles. Ils sont généralement trouvés dans les zones boisées, les forêts ouvertes, et ils nichent dans les creux des arbres. Leur vol agile et leur nature sociale en font un spectacle fascinant pour les observateurs d'oiseaux. Après, celui-ci était sur un lampadaire, pratique, sinon je n'aurais pas pu le filmer aussi bien. Rat des rizières, Rattus argentiventus. Animal que je n'ai malheureusement pas pu vous filmer, c'est pourquoi je vous joins les images. Le rat des rizières, scientifiquement connu sous le nom de Rattus argentiventus, est une espèce de rongeur originaire d'Asie du Sud-Est. Comme son nom l'indique, cet animal est souvent associé aux zones de culture de riz où se trouve en abondance de la nourriture et des abris. Les rats des rizières jouent un rôle écologique important en tant que proie pour de nombreux prédateurs locaux, mais il est aussi considéré comme un nuisible dans les zones agricoles en raison de sa tendance à endommager les cultures. Ce rongeur est adapté à la vie dans les environnements humides et peuvent être vus dans les champs inondés et dans les zones marécageuses, ou comme ici dans les hautes herbes le long du fleuve du Mékong. Son pelage est généralement brun grisâtre, ce qui le permet de se camoufler efficacement dans les habitats naturels. Balbuzard pêcheur, Pondion aliatus. Voici sans doute la plus belle observation que j'ai faite durant cet épisode, la plus grande surprise pour moi, qui malheureusement ne ressort pas très bien étant donné que la distance à laquelle j'ai filmé. Le balbuzard pêcheur est un rapace connu pour son régime alimentaire presque exclusivement composé de poissons. Ce grand oiseau de proie est largement distribué à travers le monde, à l'exception de l'Antarctique, et est souvent aperçu près des plans d'eau tels que les lacs, les rivières et les zones côtières. Le balbuzard pêcheur est célèbre pour sa technique de pêche spectaculaire où il plonge depuis les airs pour capturer ses proies avec ses serres puissantes. Son plumage est distinctif avec un contraste entre le blanc du ventre et le brun foncé du dos. Les balbuzards pêcheurs sont également connus pour leurs nids volumineux, souvent situés en hauteur des arbres sur des structures artificielles comme les plateformes de nidification construites par l'homme.
Je peux vous dire qu'ils n'en ont pas l'air peut-être comme ça à l'écran, mais depuis le sol, on voit vraiment qu'ils sont des oiseaux imposants. L'envergure des ailes des balbuzards pêcheurs varie entre 150 et 180 cm, soit presque 1,80 m. Cette largeur envergure lui permet de planer efficacement au-dessus de l'eau à la recherche de poissons. La longueur totale du corps du balbuzard pêcheur adulte est d'environ 55 à 66 cm. Les femelles sont généralement plus grandes que les mâles. Le poids d'un balbuzard varie entre 1,2 à 2 kg, comme la taille des femelles est souvent plus lourde que les mâles. L'histoire de Nong Khai aux portes du Mékong et du Laos. Située sur les rivières majestueuses du Mékong, Nong Khai est une ville du nord-est de la Thaïlande, proche de la frontière avec le Laos. Son histoire est profondément liée au fleuve qui l'aborde, servant à la fois de voie commerciale, de barrière naturelle et de trait d'union entre le peuple thaïlandais et le peuple laotien. Avec des origines anciennes sous l'influence du roi Langshan, l'histoire de Nong Khai remonte à plusieurs siècles, bien avant l'établissement des frontières modernes. La région faisant autrefois partie du vaste royaume de Langshan, donc en 1353 jusqu'à 1707, qui englobait une grande partie de l'actuel Laos et du nord-est de la Thaïlande. Ce royaume bouddhiste, fondé par le roi Phanengun, a laissé une empreinte culturelle et religieuse forte, encore visible aujourd'hui à travers les temples et les traditions locales. À la suite de la fragmentation du Langshan, Nong Khai est passé sous l'influence du royaume du Vientiane avant d'être intégré progressivement au royaume du Siam, l'actuelle Thaïlande. Au XVIIIe siècle, Nong Khai est devenu un point stratégique dans les conflits entre le Siam et le Laos. En 1827, le roi Rama III envoya ses troupes pour mater la rébellion du roi Anoumwang de Vientiane. Après la chute de Vientiane, la ville fut incendiée et de nombreux Laotiens furent déplacés de force vers le territoire siamois, y compris à Nong Khai. Et c'est à cette époque que la ville a été officiellement fortifiée pour devenir le centre administratif et militaire clé du Siam dans la région. De nombreuses familles laotiennes y furent installées de gré ou de force, contribuant à la culture métisse de Nong Khai. Au XIXe siècle, Nong Khai prit de l'importance en tant que centre commercial et administratif de la région. Sous le règne de Rama IV, Mongkut, et de son successeur Rama V, Chulalongkorn, des infrastructures furent développées, notamment des routes et des bâtiments gouvernementaux. La proximité avec le Laos continua d'influencer la ville et le commerce frontalier avec Vientiane resta florissant, notamment grâce aux échanges de riz, de bois et de textiles. Le XXe siècle a marqué un tournant majeur pour Nong Khai, avec la construction du pont de l'amitié de la Thaïlande au Laos inauguré en 1994. Ce pont traversant le Mékong a facilité les échanges entre les deux pays et transformé la ville en un passage incontournable pour les voyageurs se rendant à Vientiane, la capitale du Laos située seulement à 25 km. Aujourd'hui, Nong Khai est une ville dynamique qui attire à la fois les touristes, les pèlerins bouddhistes et les commerçants. Sa riche histoire et son patrimoine religieux et son rôle de carrefour culturel en font une des villes les plus fascinantes du nord-est de la Thaïlande. Avec ses temples emblématiques comme Wat Phu Chai ou son incroyable Salakheot, un parc rempli de statues bouddhistes et hindouistes gigantesques, Nong Khai continue d'être un lieu d'histoire et de spiritualité à la croisée des mondes thaïlandais et laotiens. Mais poursuivons avec encore quelques espèces animales à découvrir. Finalement, j'ai également tourné quelques séquences de nuit pour observer certaines espèces et notamment les geckos. L'hémidactyle à queue plate, aussi appelé Hemidactylus platyrus en latin, ce petit gecko discret est l'un des plus fascinants représentants des reptiles asiatiques originaires d'Asie du Sud-Est. On le retrouve fréquemment dans les habitats tropicaux, urbains comme forestiers. J'ai d'ailleurs fait un épisode sur son cousin le Phrénatus. Sa particularité, sa queue aplatie, qui lui vaut d'ailleurs son nom. Elle ressemble à une latte fine et large, parfaitement adaptée pour la grimpe et le camouflage. Ce gecko nocturne utilise cette queue pour se stabiliser quand il évolue sur les surfaces verticales ou suspendues, comme les murs des plafonds ou les branches. Comme les autres hémidactyles, il possède des lamelles adhésives sous les doigts qui lui permettent de grimper sur des surfaces plus lisses, y compris le verre. Vous verrez d'ailleurs au microscope ses doigts dans une future vidéo que j'ai tournée au Laos. Il est insectivore, se nourrissant principalement de mouches, de moustiques et autres petits invertébrés. En période de reproduction, les femelles pondent généralement des œufs qu'elles dissimulent dans des fissures ou sous des feuilles.
Cet animal a d'ailleurs la particularité de se reproduire seul. On appelle cela la parthénogenèse. En gros, la femelle crée des clones d'elle-même dans des œufs. C'est pourquoi en captivité, l'on peut vite se retrouver avec beaucoup d'individus si on n'y prend pas garde. En revanche, bien que ce soit des clones, une hiérarchie s'installe entre les différents individus qui n'ont pas vraiment conscience de faire face à leur propre double. Voici celui que je cherchais et que j'ai entreaperçu avec sa peau bleue tachetée d'orange, sa grande taille et son cri distinctif. Le gecko tokay est sans doute l'un des geckos les plus impressionnants d'Asie du Sud-Est. Le gecko, de son nom latin scientifique, peut atteindre 40 cm environ, faisant de lui l'un des plus grands geckos au monde. Actif principalement la nuit, il est facilement repérable grâce à son cri puissant que je remets par plaisir. Ce cri résonne dans la jungle et les villes. Il possède une mâchoire puissante capable de mordre s'il se sent menacé. Bien qu'il ne soit pas dangereux, sa morsure est quand même tenace et douloureuse. Ce comportement défensif est une adaptation à la prédation, mais aussi à la compétition territoriale. Comme tous les geckos, il est doté de doigts adhésifs et peut se déplacer sans effort sur presque toutes les surfaces. Il est carnivore, mange des insectes, petits rongeurs, voire même d'autres lézards. Malheureusement, il est aussi victime du trafic animal, vendu comme animal de compagnie ou utilisé en médecine traditionnelle. Sa population est en déclin dans certaines régions d'ailleurs. L'escargot Tanyclamis hippocastaneum est un petit gastéropode terrestre discret, mais d'une importance écologique majeure. Il appartient à la famille des Ariophantidae et se rencontre principalement dans les zones humides et ombragées de Thaïlande. Il se distingue par sa coquille brune en spirale, souvent fine et légère, translucide. Cet escargot est herbivore et détritivore, se nourrissant de matière organique en décomposition, contribuant ainsi à la fertilisation naturelle des sols. Comme la plupart des escargots terrestres, il est hermaphrodite, ce qui signifie qu'un individu possède à la fois des organes mâles et des organes femelles. Après la reproduction, il pond des œufs dans des litières végétales et il joue un rôle crucial dans la chaîne alimentaire, servant de nourriture à de nombreux prédateurs, oiseaux, amphibiens, reptiles et même certains insectes. Il est aussi un bon indicateur écologique car très sensible à la pollution et à la déforestation. L'hémidactyle bridé ou Hemidactylus frenatus est probablement le gecko le plus commun dans les zones urbaines tropicales et c'est lui d'ailleurs que j'ai présenté dans mon épisode d'Animal Discover si vous voulez voir la vidéo. Originaire d'Asie, il a été introduit dans de nombreuses régions du monde et s'est parfaitement adapté à la vie aux côtés des humains. Ce gecko mesure entre 8 et 13 cm avec une couleur allant du beige au gris clair. Son nom de bridé vient de petites bandes qu'il arbore parfois sur le long de la queue et du dos, bien qu'elles soient souvent discrètes. Sur celui-ci de spécimen, elles sont plutôt marquées. Il est nocturne, insectivore et affectionne particulièrement les murs chauds des maisons ou des lampadaires où il chasse des insectes attirés par la lumière. Il est très prolifique, une femelle peut pondre plusieurs fois par an avec 2 œufs par ponte. Espèce très invasive, il concurrence souvent les autres geckos locaux comme le platyrus qu'on a vu il y a quelques instants. Pourtant, il reste inoffensif et joue un rôle écologique bénéfique en limitant les moustiques et les autres nuisibles. Le crapaud masqué ou Dutaphrinus melanosticus est un amphibien nocturne que l'on rencontre partout en Asie du Sud et du Sud-Est, y compris en ville. D'ailleurs, celui-ci était à côté de mon hôtel avec sa piscine privée, très peu farouche comme spécimen. Il se reconnaît à sa peau verruqueuse, sa teinte brune et surtout aux taches sombres autour de ses yeux qui lui donnent un aspect de masque. Ce camouflage l'aide à passer inaperçu dans les feuilles mortes et les coins sombres. Il se nourrit d'insectes, vers, araignées. Il est un prédateur opportuniste et très efficace. En ville, il nettoie discrètement les jardins. Comme beaucoup de crapauds, il sécrète une toxine défensive à partir de glandes situées derrière les yeux. Cette toxine peut irriter les prédateurs, voire être toxique pour certains animaux domestiques. Très résilient, il est capable de survivre dans des environnements perturbés, mais reste sensible à la pollution des eaux, car il dépend d'un milieu humide pour se reproduire.
Et voici sans doute le prédateur le plus dangereux de cette vidéo. Non, je plaisante. Quoique, le chat domestique, connu scientifiquement sous le nom de Felis catus ou Felis sylvestris catus, est l'un des animaux de compagnie les plus répandus au monde, mais derrière ce compagnon affectueux se cache une histoire d'évolution fascinante et un prédateur redoutable. Mais il fait partie des prédateurs nuisibles pour les espèces naturelles. Bien nourri à la maison, il chassera quand même par instinct et décimera des populations et fera compétition avec les prédateurs locaux, n'est donc pas bénéfique pour la faune locale. Issu du chat sauvage d'Afrique, Felis libica, le chat a été domestiqué il y a environ 9000 ans au Moyen-Orient, probablement pour protéger les récoltes des rongeurs. Il s'est ensuite très bien adapté aux côtés des humains. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que les prochains épisodes vous plairont aussi. J'essaierai de faire quelque chose aussi intéressant que possible. Après, voilà, je fais au mieux de mes capacités. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo, à la liker bien sûr et à vous abonner pour plus de présentations. Bye!